Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Entrez dans un univers de crimes mystérieux, d'enquêtes troublantes et de secrets fascinants. Installez-vous et plongez dans l'histoire du jour. Abonne-toi, active la cloche, laisse un like. Au revoir et à bientôt. À la mort de leur père, Pearl, Garnet et Diamond se réunissent pour la lecture du testament. Ils découvrent qu'ils ont été déshérités, au bénéfice d'une mystérieuse Madame Chaly. Mais Pearl reçoit un document rédigé par son père. Contrairement aux apparences, son père n'est pas mort naturellement. Il a été assassiné. Le document contient aussi un calendrier précis. Pearl devra suivre chaque étape pour retrouver l'assassin. Ces lignes te parviendront, ma chère Pearl, le 14 février. Tu seras alors informée des circonstances officielles de ma mort. Elle se sera produite le 11 février au soir, et mon corps aura été découvert le 12 au matin, dans le fossé de Spaniards Road, sur la lande de Hampstead. L'enquête du coroner aura vite conclu à une mort naturelle due au choc et à l'exposition au froid. Avec ma vieille maladie de cœur, rien d'étonnant. On aura même parlé d'intoxication éthylique, ce qui t'aura fortement surprise. Mort naturelle, affaire classée. Le coroner se trompe, ma petite fille. J'ai été assassiné. Oh. J'attends de toi, mon enfant, que tu fasses arrêter et châtier l'auteur de ce crime. Mais papa... Je t'aiderai. Ce document que tu es en train de lire te dictera jour après jour ta conduite et ton emploi du temps. Après tout, personne mieux que moi ne peut mener l'enquête sur mon propre assassinat. Je t'ai assuré les moyens matériels de te consacrer à cette tâche dont je veux croire qu'elle te sera sacrée. Mon homme d'affaires a ordre de te servir une pension alimentaire suffisante et de te rembourser toutes les dépenses occasionnées par ton enquête. Ma légataire universelle, au terme d'un testament date du 8 février, est Madame Madeleine Chalice, cette dame belge divorcée avec qui j'avais l'intention de me remarier. Je suppose que Madame Chalice n'aura rien de plus pressé que de vendre notre maison où tu vivais avec moi pour retourner dans son pays. Je te suggère de demander l'hospitalité à ton beau-frère, le docteur Philip Norton. Sa maison de Hampstead est ridiculement grande depuis la mort de ta pauvre sœur Opal. Je suis sûr que Philip sera heureux que tu lui tiennes compagnie. Il appréciera les menus services que tu pourras lui rendre dans son intérieur négligé et même dans sa profession, en remplaçant momentanément sa secrétaire malade. Avez-vous relu ce que j'ai mis au net de vos notes, Philippe? Oui, Pearl, c'est parfait. Et je ne sais vraiment comment... Oh, je n'y ai aucun mérite. C'est simplement une chance que nous pratiquions le même système de sténographie. Il y a une fiche que je n'ai pas transcrite. Peut-être l'avez-vous remarqué? Non. Quelle fiche? Celle de mon père. Ça m'aurait gêné. Oui, je vois. Mais cette fiche, Pearl, ne vous aurait rien appris que vous ne sachiez. Le cœur de votre malheureux père était dans un tel état qu'il pouvait tomber raide à tout instant. Si une mort ne m'a pas surpris, hélas, c'est bien la sienne. Et pourtant, Philippe, je ne suis pas d'accord avec le verdict de mort naturelle rendu par le coroner. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette remarque dans le rapport du médecin légiste à propos d'intoxication éthylique? Père ne buvait pour ainsi dire que de l'eau. Mais... Et puis qu'allait-il faire à Spaniards Road le soir de sa mort? C'était pas du tout son chemin. Non, mais avec le métro puis l'autobus, c'était sur le chemin de Highgate et Madame Chalice habitait Highgate. Mais Père n'allait jamais voir sa fiancée le soir. Il était très prudent sur ce chapitre. Le divorce de Madame Chalice n'étant pas encore définitif. Oh, à moins que ce soir-là, elle ne lui ait fixé un rendez-vous en dehors de chez elle. Où voulez-vous en venir, Pearl? Après tout, qui, plus que Madame Chalice, avait avantage à la mort rapide de mon père? Elle avait réussi à lui faire déshériter ses enfants. Peut-être après coup s'est-il ravisé et a-t-il souhaité... Modifier ses dispositions? Oui, il n'en aura pas eu le temps. Son testament est daté du 8 février. 3 jours seulement avant sa mort. Vous échafaudez là une théorie qui n'est pas sans intérêt, ma chère Pearl, mais de la théorie la plus ingénieuse au moindre commencement de preuve, il y a du chemin. Ce chemin passe par la Belgique. Pearl, tu vas faire un petit voyage dans ce pays. Ainsi que je l'avais prévu, mon ex-fiancé n'aura rien eu de plus pressé que de bazarder mon héritage et de quitter l'Angleterre.
Elle leur a acheté à Bruges un petit hôtel, une pension de famille plutôt, la pension d'Aven. Madame Chalice ne t'a jamais vu, il n'est pas à craindre qu'elle te reconnaisse. Suffira que tu t'inscrives à la pension d'Aven sous le nom de jeune fille de ta mère qu'elle ignore. Est-ce la première fois que vous venez à Bruges, Miss Russell? Oui. J'espère que vous vous y plairez. C'est une ville étrange, perdue dans son passé. Les gens l'apprécient diversement. Certains s'y ennuient très vite. Elle exerce sur d'autres une sorte d'envoûtement paisible. Il y en a des villes comme des personnes, n'est-ce pas? Sans doute, Madame Chalice. Déconcertante, Madame Chalice. Il lui suffira de quelques paroles pour ouvrir une brèche dans ton antipathie préconçue. Et tu es une femme, toi, Pearl. Après quelques jours passés à visiter Bruges, aussi attirante et aussi secrète que Madeleine Chalice, tu annonceras ton départ de la pension d'Aven. Pourquoi? Parce que Gerda Host sera sur le point d'y arriver. Gerda Host? Gerda Host est notre ancienne bonne. Tu t'es demandé pourquoi je faisais venir de l'étranger cette domestique à la nationalité incertaine. C'est parce qu'elle m'avait été chaudement recommandée par Madame Chalice. Elle était employée à l'hôtel de Bruxelles, où j'ai fait la connaissance de Madeleine au mois de mars de l'année dernière. Il n'est pas question que tu rencontres Gerda à la pension d'Aven, mais il te faut en la place quelqu'un pour te renseigner. Tu trouveras ce quelqu'un au numéro 77 de la rue du Pont, à Bruges. C'est un nommé Henri Lefroy, un petit rat crasseux qu'il suffit de payer suffisamment pour qu'il se transforme en un individu à peu près présentable, prêt à toutes les besognes. Henri Lefroy consentira sans difficulté à s'installer à la pension d'Aven le jour même de ton départ. Et 8 jours plus tard, dans le salon de thé de l'hôtel, où tu seras transporté à l'autre bout de Bruges, il te fera son rapport sur l'arrivée de mademoiselle Gerda Host et sur le rôle qu'il y a joué. Monsieur Lefroy, cher Monsieur Lefroy. Madame? Oh, je suis dans un embarras dont vous seul pouvez me tirer. Comment cela? Voilà. Par mégarde, on vous a donné une chambre qui était promise à une autre cliente. Cette dame arrive aujourd'hui de Londres. Elle est dans son droit en réclamant la chambre que vous occupez, mais vous-même avez sans contredit celui de demeurer dans cette chambre. Pour rien au monde, Madame Chalice, je ne voudrais vous occasionner, fût-ce involontairement, le moindre désagrément. Non. Disposez donc de ma chambre pour cette dame et mettez-moi où vous voudrez. Oh, comment vous remercier, monsieur? Pas du tout. Mademoiselle Host. Oh, ce fâcheux malentendu est arrangé grâce à l'obligeance de Monsieur Lefroy, qui est un fort galant homme. Il me fallait absolument cette chambre, monsieur. Voyez-vous, Miss Russell, je trouve que c'est une curieuse personne, cette Gerda Host. Il faut vraiment qu'elle ait barre sur Madame Chalice. Elles se sont enfermées dans le bureau ayant causé longuement. Malheureusement, je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait. Le fauteuil du salon le plus proche de la porte du bureau était occupé par un pensionnaire, un grand brun, un Américain de Chicago du nom de Walling. Il est très riche et ne quitte à peu près jamais Madame Chalice. Je crois l'avoir vu. Dois-je aussi m'intéresser à lui? C'est pas la peine. Ne vous occupez que de Mademoiselle Host et de Madame Chalice. Principalement de Mademoiselle Host. Bien, Miss Russell. Ton espion n'aura pas grand-chose à te rapporter, ma chère Pearl, jusqu'au jour où il te dira que Mademoiselle Host est en train de faire ses paquets pour regagner l'Angleterre. Sur tes instructions, Henri Lefroy prendra le même train et le même bateau qu'elle. À l'arrivée à Londres, il s'arrangera pour monter dans le même taxi que Mademoiselle Host. L'adresse que celle-ci donnera au chauffeur t'est connue, bien que tu n'y aies jamais mis les pieds. C'est celle de l'atelier de ton frère Garnett, ce génie méconnu. Garni, tu es là, mon chéri. C'est moi, Gerda. Tu ramènes quelqu'un? Oh non, c'est seulement Monsieur Lefroy. Il m'a aidé pour mes bagages. J'ai fait sa connaissance à Bruges, il est charmant. Monsieur Lefroy, je vous présente Gani. Oh, je vous demande pardon, je voulais dire Garnett. Monsieur Garnett Vidal. Je suis enchanté. Ravi de faire la connaissance d'un ami de la petite Gerda. J'espère qu'elle ne vous a pas trop embêté. Posez donc vos valises. Vous boirez bien quelque chose? C'est pas de refus. Oh, Gani, tu n'es pas en train de te laisser pousser la barbe, non? Oh, tu sais que je déteste les barbes rousses. Du scotch, ça vous va? Oui, la barbe, je ne sais pas si je vais la garder. Oh non. J'attends de voir de quoi j'aurai l'air. Chin,
À votre santé. Gani, chérie, tu as encore lavé tes chaussettes et tu as laissé l'eau dans la cuvette. Oh non, c'est dégoûtant. Vous avez vu les mêmes lignes à Bruges? Oui, bien sûr. Oui. C'est pas mal dans le genre, hein? Oui, un peu vaseline. Hein? Bon, ce qu'il fallait, c'était vous arrêter à Ostende et aller voir les James Ensor dans sa maison de la rue de Flandre. Ça, c'est de la peinture saignante. Encore un verre? Non, merci, je crains d'être obligé de repartir. Oh non, il ne faut pas vous en aller avant que Gani vous ait montré ses tableaux, monsieur Lefroy. Oh, vous verrez, c'est un grand artiste. Mais il est si modeste. Gani, tu t'es pas brossé les cheveux depuis 15 jours, mon amour. Puisque vous assistez, monsieur Lefroy, je vais vous montrer mon chef-d'œuvre. Non, regardez pas ces toiles, là. Non. Ce sont des esquisses, des ratages. Regardez là au mur. Oui, le petit cadre, là. Mais c'est un chèque, n'est-ce pas? Exactement, oui. Un chèque ordinaire, tiré sur une banque connue de la cité d'un montant de 200 livres, à l'ordre de Garnet Vidal, et signé J. Mortimer Vidal. James Mortimer Vidal, c'est le nom de mon père, monsieur Lefroy. Ah. Comme vous le voyez, le chèque est poinçonné après paiement. C'est des petites choses, hein? Oui. Eh bien, mon père n'a pas ressenti à sa vue l'admiration qu'aurait dû lui inspirer ce chef-d'œuvre. Il ne vous a pas envoyé en prison, j'espère? Malheureusement, non. Ça ne m'aurait pas déplu. Mais mon vénéré père est mort avant d'engager les poursuites dont il a pu avoir l'intention. Encore un verre? Le coup de l'étrier? Le fidèle Lefroy t'attendra le lendemain au train de Douvres, ma chère Pearl. Tu pourras lui régler le prix de ses services et le renvoyer sur le continent. Je crois que tu ne retourneras pas loger chez Philippe Norton. Tu trouveras ailleurs un studio meublé qui fera parfaitement ton affaire. Cette question réglée, tu te rendras à mon ancien bureau dans la cité. Tu diras que tu viens chercher mon veston de travail. Tu trouveras dans ses poches, entre autres choses, une carte postale à mon nom, portant l'entête imprimée d'une agence immobilière. Tu téléphoneras à cette agence, et la réponse qu'on te fera t'étonnera suffisamment pour que tu juges utile de demander un rendez-vous à l'inspecteur détective John Grandison, de New Scotland Yard. Voyons. Cette carte a été postée le 8 février à midi à Hampstead. Le texte dactylographié invite M. James Mortimer Vidal à se rendre à l'agence immobilière Brand & Winter pour y rencontrer à 6 heures du soir, le 11 courant, le propriétaire d'un immeuble auquel il s'intéresse. Drôle de caractère, hein? On dirait que ce texte a été tapé avec une très vieille machine. Avez-vous remarqué, Miss Vidal, ces traces que l'on voit sous la dactylographie? Non. Ah, c'est vrai. Il semble qu'il s'agisse d'inscriptions au crayon soigneusement effacées. Dites-moi, Miss Vidal, comment expliquez-vous que votre père ait laissé cette carte dans son veston de travail en se rendant au rendez-vous qu'elle lui fixait? Mon père avait une excellente mémoire, la carte lui était inutile. Et l'on vous a affirmé à l'agence Brand & Winter qu'aucun rendez-vous n'avait été donné à votre père pour le 11 février. Exactement. Inutile, Miss Vidal, de vous conseiller de ne parler à personne de cette affaire. Je me mettrai en rapport avec vous après avoir examiné tout ça. Cela peut demander quelque temps. Le temps est un facteur essentiel dans cette affaire, ma chère Pearl. Quelques jours après ta visite à Scotland Yard, je te conseille d'aller demander une tasse de thé à ta belle-sœur, Eve. C'est une poupée incolore et fortunée que ton frère aîné Diamond a eu la chance d'épouser il y a 6 ans. Eve est d'une naïveté sublime dans la philanthropie qu'elle prodigue allègrement aux membres les plus déshérités de la famille humaine. Je sais, ma chère Ève, que vous avez toujours été si charitable envers ces pauvres autochtones. Cette œuvre, comment l'appelez-vous déjà? La Société pour l'éducation chrétienne des peuples arriérés de l'Afrique centrale. Ah, mais oui. N'est-ce pas Diamond qui vous l'a fait connaître? N'en est-il pas le président? Plus exactement, le secrétaire et le trésorier. Il y rend les plus grands services. Je n'en doute pas. Comme vous-même, assurément, ma chère Ève. Moi, vous savez, je suis si prise par ailleurs. Je ne peux m'intéresser à cette société qu'en lui versant scrupuleusement ma cotisation annuelle. J'y ajoute de temps en temps un don supplémentaire quand le compte-rendu de son fonctionnement est particulièrement digne d'éloge. Il doit l'être souvent, j'en suis sûre. Et que pense Diamond de votre générosité? Il ne la trouve pas, comment dirais-je, excessive? Oh non, certainement pas. C'est lui-même qui m'a suggéré d'augmenter le montant de mes dons au fur et à mesure que croissaient l'activité et les besoins de l'œuvre. Ah, le voici. Ne parlons plus de ça. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon frère. Tiens, Pearl,
Qu'est-ce qui t'amène? Le plaisir de bavarder un peu avec Ève. Nous sommes belles-sœurs, tu sais. On dîne tout de suite, Ève. Hein? Je t'ai prévenu qu'il fallait que je reparte vite. Oh, Diamond a encore une de ces assommantes conférences de fin de semaine. Elles sont de plus en plus fréquentes. Moi, si seulement c'était à Londres même. Mais ce soir, il va encore falloir qu'il aille en auto jusqu'à la gare de Waterloo et qu'il prenne le train pour... Waterloo, mais ça m'arrange très bien, Diamond. Tu n'auras qu'à me déposer après dîner à Trafalgar Square. C'est sur ton chemin. Un frère ne peut refuser ce menu service à sa sœur, même quand ils sont un peu en froid. En montant dans la voiture de Diamond, après un dîner vite expédié, tu remarqueras, ma chère Pearl, une vilaine encoche dans la tôle de son aile droite. Après t'avoir déposé à Trafalgar Square, Diamond redémarrera en trombe. Mais ce n'est pas du tout le chemin de la gare de Waterloo qu'il prendra, non. Il gagnera la banlieue sud-ouest. Là, il entrera en sifflotant dans un immeuble neuf. L'ascenseur le déposera au 4e étage. Une des plaques portant les noms des locataires près de la porte d'entrée indique que le locataire du 4e se nomme Monsieur Merridew. Si tu pouvais voir Pearl, Monsieur Merridew, embrasser sa femme Alice et les 2 charmants enfants qu'elle lui a donnés voici déjà quelques années, tu comprendrais du même coup où passent les fonds que le secrétaire trésorier de la Société pour l'éducation chrétienne des peuples arriérés de l'Afrique centrale extorque à Mrs. Ève Diamond Vidal. Et la raison hautement morale qui m'a fait rayer mon fils aîné de mon testament. À ton retour chez toi, tu trouveras un mot de l'inspecteur Grandison te priant de passer le voir à Scotland Yard. Voici, Miss Vidal, un agrandissement de la carte postale que vous avez trouvée dans le veston de travail de votre père. Oui. Voyez, les marques effacées sont beaucoup plus grandes et plus nettes que sur l'original. C'est de la sténographie? Pouvez-vous la lire? Non, ce n'est pas le système que j'ai appris. Nous sommes obligés au Yard de connaître tous les systèmes. Et vous avez déchiffré ces inscriptions effacées? Et en voici la copie en clair. Oui. C'est une liste d'adresses suivie de quelques indications, nombre de pièces, jardin, eau chaude et froide, chauffage central. Et puis-je garder cette liste, inspecteur? Mais bien sûr, Miss Vidal. Et aussi l'agrandissement de la carte postale, si vous voulez. Mais enfin, monsieur, cette carte dont voici l'agrandissement provient bien de chez vous, de l'agence immobilière Brand & Winter. Apparemment, Miss Vidal, à en croire l'entête imprimée. Mais je peux vous affirmer avec certitude que cette carte n'a pas été envoyée par nous. Elle a été tapée par quelqu'un d'inexpérimenté, et nous n'employons que des dactylos fort expertes. D'autre part, les caractères sont ceux d'une machine à écrire tout à fait démodée. Or, notre matériel de bureau est des plus modernes. Et par ailleurs, ces initiales informes ne correspondent aux paraphes de personne de cette agence. Et cette liste d'adresses, pourtant, monsieur Peabody? Oui. Elle figure sur notre registre d'immeubles en location. C'est très curieux. Mais enfin, n'importe qui a pu les relever en se présentant chez nous comme un candidat locataire. Et même s'emparer d'une carte de notre agence pour les y inscrire, faute de carnet ou de papier. Mais la personne qui a écrit une date, le 8 juin, quelqu'un aurait-il visité les maisons en question ce jour-là l'année dernière? Vous dites le 8 juin. Oui. Et je vois dans notre registre que ce jour-là, un certain monsieur Slocombe, Joseph Slocombe, nous a en effet emprunté les clés de quelques-unes des maisons qui figurent sur cette liste. Et oui, je me souviens, il y a eu des difficultés au sujet de la restitution de ces clés. Nous avons dû les réclamer par écrit à monsieur Slocombe par 2 fois. Nos lettres nous sont revenues avec la mention « partie sans laisser d'adresse ». Et puis, après plus d'une semaine, les clés nous ont été renvoyées par la poste, sans même un mot d'excuse. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Vous avez été fort aimable. Mais tout à votre service, Miss Vidal. Merci. Allô, donnez-moi Scotland Yard, oui. Slocombe. Joseph Slocombe. Ce nom-là vous dit quelque chose? Slocombe. Attendez, monsieur l'inspecteur. Dis donc, Horace. Ça serait pas le client pour qui on a reçu des lettres après son départ l'année dernière? Ça pourrait être ça. Celui qui avait une barbe rousse. Oh non! Mais non, il n'y avait pas de barbe. Mais si, une barbe assez grande et toute rouge. À la réflexion, j'ai peut-être vu une barbe. Mais elle n'était qu'à moitié poussée. Et elle n'était pas rouge, ça je le jurerais. Non?
Plutôt brune et clairsemée. Pourrais-je voir votre registre? Pardon. Oh, ben, bien sûr, monsieur l'inspecteur. Attendez. Ah! Tenez, voilà. Nom. Slocombe, prénom Joseph, date d'entrée 1er juin. Ah oui. T'étais pas là à son arrivée, Horace. Hein? Mais oui, t'étais parti passer 15 jours chez ta sœur, comme tous les étés, souviens-toi. Mais tu as dû revenir presque tout de suite, parce que j'avais attrapé une bonne grippe. Ça, c'est vrai. Et quand ce Slocombe est-il parti? Le 8 juin. C'est toi qui as marqué la date dans le registre, Horace. En somme, votre mari l'a vu à son départ et vous à son arrivée. C'est ça. Mais il se montrait pas tellement. Il restait enfermé dans sa chambre à travailler à ses écritures. Il était écrivain, qui m'a dit. Écrivain? Travaillait-il à la machine à écrire? Ah ben, j'ai rien vu qui ressemble dans ses bagages. Il avait qu'une toute petite valise. Oh, puis je l'ai jamais non plus entendu taper. Pourrais-je voir la chambre qu'il occupait? Mais naturellement, monsieur l'inspecteur. Elle n'a pas été occupée depuis son départ. C'est une petite chambre sur la cour, on ne la loue pas d'habitude. Mais il avait demandé à être logé aussi haut et aussi à l'écart que possible. Mais attendez, je vais vous montrer l'escalier. Venez, oui, par là, voilà. Ah, ben voilà. La bonne fait le ménage toutes les semaines. Bien que la chambre soit inoccupée depuis près d'1 an, mais elle l'a fait encore hier. Vous pouvez regarder sous les meubles, vous trouverez pas un grain de poussière. C'est avec votre permission. Tiens. Ben, vous avez trouvé quelque chose? Oh, rien, c'est un tout petit bout de coton roulé en boule. C'est curieux. Il a une drôle d'odeur, ce bout de coton. Oh. Je saurais pas dire ce que c'est. Et moi non plus. Ce policier est d'une mauvaise foi insigne. Si ténue qu'elle soit, il a parfaitement reconnu l'odeur qui imprègne la boulette de coton qu'il a mise dans sa poche. Cette odeur, c'est celle, très particulière et fort tenace, de l'essence de girofle. L'inspecteur Grandison est aussi dissimulé. Juge-en. Il ne fera pas la moindre allusion à sa visite à l'hôtel du Chien et du Canard dans la conversation qu'il va maintenant avoir avec toi, Pearl. Il ne t'a pas convoqué. Aucune importance. Tu iras le trouver spontanément et tu lui diras qu'il t'est venu une idée. Voyez-vous, inspecteur, je crois que ce Slocombe n'avait nullement l'intention de louer un appartement. Je pense qu'il avait tout simplement quelque chose à cacher ou à faire disparaître. Est-il meilleure cachette qu'une maison vide? Admettons, Miss Vidal, cette ingénieuse hypothèse. Ce Slocombe a donc déposé... Vous faites quoi donc? Je l'ignore. Ah ben, c'est bien regrettable. Ce Slocombe a donc déposé un objet de nature indéterminée dans un des locaux vides qu'il a visités. Bon. Oui, le malheur est que ces locaux sont maintenant loués ou vendus depuis longtemps. Un seul d'entre eux a trouvé preneur, à ce qu'on m'a dit à l'agence. Alors, ce serait vraiment trop de malchance si c'était par un fait exprès celui choisi par Slocombe pour se débarrasser de l'objet en question. N'est-ce pas? Ce Slocombe n'aurait-il pu arranger un autre rendez-vous que celui auquel mon père croyait se rendre? Un rendez-vous mortel? Ah, parce que pour vous, Miss Vidal, l'expéditeur de la carte postale ne peut être que Slocombe. Évidemment. Il y a une chose que j'ai omis de vous dire la dernière fois que je suis venu ici, inspecteur. Je suis allé sur les lieux de la découverte du corps de mon père. Il y avait un amas de verre brisé autour d'un de ces bancs en bordure de la route, sur le côté opposé, quelques 200 mètres plus loin. Et le banc était décellé. Mais j'ai fait l'autre soir un bout de chemin dans la voiture de mon frère aîné Diamond. Elle a une énorme encoche à l'aile droite. Diamond m'a dit que ce n'était pas lui qui conduisait quand l'auto a reçu le coup. Il l'avait prêté. À qui? Je l'ignore. J'ignore aussi à quelle date. Bonsoir, inspecteur. Bravo, Pearl. Tu as magnifiquement réussi à agacer l'inspecteur Grandison, et c'est malgré tout un policier consciencieux. Je te suggère, en le quittant, de rendre visite à ton frère Garnett dans son atelier. Tu le trouveras vraisemblablement propre et rasé de frais. Non, décidément, mademoiselle Gerda Host n'aime pas les barbes rousses. Bonjour, Gagné. C'est toi, Pearl? Qu'est-ce que tu viens foutre? Toujours aussi aimable et aussi poli, Gagné. Tu es seul? Ta Gerda n'est pas là? Parti faire des courses. J'en profitais pour travailler. Ah, voilà que tu t'amènes. Qu'est-ce que tu viens foutre? Chercher un livre qui m'appartient. Il a disparu depuis. Si tu te figures que je me suis fait la main sur une des foutaises que tu lis, ma fille, tu te gourres. On ne sait jamais. Par inadvertance. Il y a du changement chez toi. On a de beaux meubles, mes compliments. Ça marche, la peinture? Bon. Oh. Oh, quel drôle d'objet. Qu'est-ce que c'est que ça, Gagny? Mais un moulin à vent, tu vois pas? On dirait une machine à écrire. Mais elle date d'avant le déluge. Où l'as-tu chippée? Chippée? Tu te trompes, ma fille. Cette machine-là, je l'ai achetée. Et payé comptant, figure-toi.
À la vieille mère Guppy, la brocanteuse de Monks Hill. Monks Hill. Et quand es-tu retourné là-bas? Voilà plus de 6 mois que nous en sommes partis. J'y suis retourné en mai ou en juin dernier. Pourquoi? Pour rien. Si tu veux tout savoir, j'ai fait par là une balade en roulotte. Pour mes vacances. Ah. Dis-moi, Gany, elle marche la pièce de musée? On peut l'essayer? Eh oui, ma chère Pearl, il faut te rendre à l'évidence. Ce sont bien les mêmes caractères que sur la carte postale que j'avais reçue la veille de ma mort. Exactement les mêmes. Tu m'accorderas qu'un petit voyage à Monks Hill, notre ancienne résidence, et une visite à la vieille brocanteuse, la mère Guppy, s'imposent. Ah, ça, mon petit, vous dire quel jour je la lui ai vendue à votre frère Garnett, cette machine. Dans ce patelin, tous les jours, ça ressemble, hein. Alors, voyons, ils sont venus juste avant la mort de votre pauvre papa, tiens. Ils sont venus, qui ça? Eh bien, mais vos 2 frères, pardi, Diamond et Garnett, et votre beau-frère aussi, le docteur Norton. Un vrai défilé de famille. Oh, pas tous ensemble, non, un par un, mais pour me rappeler les dates, ça. Il n'y a que pour le docteur Norton. Lui, c'était comme tous les ans, pour l'anniversaire de la mort de sa femme. Votre pauvre sœur Opale, le 9 juin. Oh, vous auriez vu les fleurs qu'il lui a mis sur sa tombe. En voilà un mari. C'est vrai qu'ils s'adoraient, ces deux-là. On comprend qu'il était débouleversé à la mort de sa femme. Cet homme, n'est-ce pas? Surtout quand on pense à la façon dont elle est trépassée. Oh, la pauvre. Mais ouais, ce n'était pas de cela que nous parlions, n'est-ce pas? Non, Madame Guppy. Oui. Je vous demandais quel jour mon frère Garnett vous avait acheté cette vieille machine à écrire. Ah, le jour, mon Dieu, du diable, si je m'en souviens, moi. Et s'il vous a payé avec un chèque, on pourrait peut-être... Un chèque, mais pas si bête, la mère Guppy. Montrez-moi la couleur de votre argent, que je lui ai dit. Faites-les-moi voir vos 10 livres. Vous lui avez vendu 10 livres, cette ferraille hors d'usage? Elle emballait le double. C'est votre père lui-même qui me l'a dit, la dernière fois qu'il est venu me voir. On pense que mon père s'y connaissait en machine à écrire. Il s'y connaissait assez pour me montrer comment celle-là marchait. Il l'a essayé devant moi, tout comme votre frère Diamond, d'ailleurs. Ah? Oui. Diamond aussi. Si seulement vous vous souveniez approximativement de la date où vous l'avez vendu à Garnett. Attendez, le fermier d'à côté vous renseignerait peut-être mieux que moi. Votre frère avait rangé sa roulotte dans son pré, et sans sa permission, je parie d'ailleurs. Ta visite à la ferme va te coûter quelques livres, Pearl. Garnett avait oublié de payer son camping et quelques piquets de clôture jetés bas par sa remorque. Mais elle t'apprendra aussi que ton frère cadet a séjourné à Monks Hill du 26 au 31 mai de l'année dernière, exactement. À ton retour à Londres, tu prieras Mademoiselle Gerda Host de venir te voir. Le mot « police » jeté négligemment dans le téléphone la convaincra de se rendre à ton invitation. Vous êtes d'un chic, ma chère Gerda. Ça, je ne crois pas me tromper en pensant que cette élégance doit quelque chose à la générosité de Madame Chalice. Elle en a les moyens, il est vrai. Maintenant qu'elle s'est emparée de la fortune de mon père... Madame Chalice ne s'est emparée de rien. Votre père lui a légué sa fortune. Cette fortune lui permet de collectionner aujourd'hui les œuvres d'art, n'est-ce pas? Sa spécialité, dites-moi, ne serait-ce pas les chèques encadrés? Garnett est un crétin de se vanter de ça. C'est bien mon avis. S'il ne s'était pas vanté auprès de vous de cet aspect très particulier de son talent, Madame Chalice l'aurait toujours ignoré. Et elle n'aurait pas pensé y avoir recours. C'est bien ça? Oui. Votre père avait appris à Madame Chalice la teneur de son testament. Et Madame Chalice vous a chargé de subtiliser ce testament qui ne la favorisait pas autant qu'elle l'espérait. Vous l'avez pris dans le secrétaire de mon père, il fermait si mal, et remplacé par un document dont l'aspect extérieur était rigoureusement le même, y compris la signature. Il n'y avait que la teneur qui était totalement différente. Et la date. Cette date, c'était le 8 février. 3 jours plus tard, mon père était mort. Oh, Garnett n'y est pour rien. C'est curieux. Je crois que vous aimez réellement mon frère. Dites-moi, Gerda. L'an dernier, Garnett a pris des vacances en roulotte. Il a quitté Monks Hill le 31 mai. Il est rentré à Londres dans la soirée du 8 juin. Où était-il entre ces dates? Je n'en sais rien. Je ne vivais pas avec lui à l'époque. C'est vous qui venez de m'apprendre qu'il était allé à Monks Hill.
Et quand il est parti, cette fois-là, portait-il la barbe? À son départ, non. Mais il est revenu avec une barbe. Une barbe rouge, aussi ridicule que cette ferraille de machine à écrire qu'il ramenait en même temps. Encore un de ses jouets. Garnett est un gamin. Et il s'amuse souvent avec cette machine? Non, plus maintenant. Il s'addict si vite de ses jouets. Non, je pense pas qu'il s'en soit servi. Depuis la mort de votre père. L'inspecteur Grandison est un policier consciencieux, mais je doute qu'il te rende compte de ses investigations consécutives à ta dernière visite, ma chère Pearl. Sache donc qu'il aura d'abord passé au peigne fin les appartements visités par le mystérieux Slocombe, et non encore loués ou vendus. Il aura fait dans le 3e une intéressante découverte. À l'intérieur d'une cheminée, une brosse à dents aux soies agglutinées par une substance oléagineuse de couleur rouge à cajou. Cette substance, Grandison l'aura identifiée comme étant une teinture à cheveux ou à barbe. La première de tes suggestions ayant donné ce résultat, l'inspecteur s'intéressera vivement à la seconde. Suivons-le en pensée dans le garage de ton frère Diamond. Un pieux mensonge lui en a fait remettre la clé par la bonne. Il a constaté non seulement que l'aile droite de l'auto de Diamond a été redressée et repeinte, mais encore que le pare-brise a dû être récemment changé. Cela t'avait échappé. Et sous le coussin du siège du conducteur, que trouve-t-il, notre policier? Un petit tampon de ouate qui est le frère de la boulette de coton découverte à l'auberge du chien et du canard. Essence de girofle. Laissons donc l'inspecteur Grandison à ses conjectures. Je vois au calendrier que l'anniversaire de ton beau-frère, le docteur Philip Norton, est proche. Va donc, Pearl, va donc porter à ce cher Philippe une boîte de ses chocolats préférés. Il a toujours été si gourmand. C'est gentil d'être venu, Pearl. Vous vous êtes souvenu, vous. Bon anniversaire, Philippe. Excusez-moi d'arriver si tard, mais... Ah, c'est notre anniversaire. Toute la journée, vous savez. Jusqu'à minuit. C'est vrai, oui. C'était aussi l'anniversaire d'Opal. Vous voyez, j'ai allumé 30 bougies devant son grand portrait. Opal a 30 ans aujourd'hui. Vous permettez que je goûte tout de suite à vos chocolats? Bien sûr. Merci. Ah, ils sont excellents. Opal en voudrait bien aussi. N'est-ce pas, ma chérie? Ne vous y trompez pas, Pearl, je sais très bien qu'Opal est morte. Mais... bon sang, c'est cette satanée molaire. Un peu de chocolat a dû entrer dedans. Vous devriez faire arracher cette dent, Philippe. C'est ce que me dit Opal. Je lui promets de le faire et je diffère toujours d'aller chez le dentiste. Je suis douillet, au fond. Ah non, excusez-moi, il faut que je mette quelque chose dessus. Un peu d'essence de girofle sur un bout de coton. Il n'y a que ça. De l'essence de girofle. Asseyez-vous, Miss Vidal. Merci. Vous m'excuserez d'avoir un peu tardé sans doute à votre goût pour vous donner ce rendez-vous. Vous comprendrez qu'il me fallait vérifier quelques détails. Oui, bien sûr, monsieur l'inspecteur. Voyons, c'est le 16 février... Oui, c'est ça, le 16... que vous êtes venu me voir pour la première fois. Vous m'apportiez un volumineux document écrit de la main de feu votre père, une sorte de, disons, d'autobiographie posthume, n'est-ce pas? En même temps, vous m'avez remis une carte postale trouvée dans son veston de travail. Le manuscrit vous avait été remis à vous-même, m'avez-vous dit? Par le directeur de la banque de mon père, le 14 février. Soit 3 jours après le décès de monsieur James Mortimer Vidal. Avez-vous parlé de ce document à quelqu'un? À personne. Avez-vous communiqué avec votre beau-frère, le docteur Philip Norton, depuis que ce manuscrit est venu entre vos mains? Non. Bien. Miss Vidal, nous avons vérifié les assertions de ce singulier manuscrit où vous jouez un rôle de premier plan.
Le vol de la carte postale à l'agence immobilière Brand et Winter a été établi. Les signes sténographiques effacés sur cette carte sont bien une liste d'appartements relevés sur les registres de l'agence en question. La machine à écrire qui a servi à taper le texte de cette carte a été retrouvée chez votre frère, Monsieur Garnet Vidal. J'ai découvert une brosse ayant servi à appliquer de la teinture à cheveux acajou dans un des appartements visités par l'homme qui s'est présenté à l'agence et qui a logé à l'hôtel du Chien et du Canard sous le nom de Joseph Slocum. J'ai inspecté les avaries subies par l'automobile de votre frère aîné, Monsieur Diamond Vidal, et un banc de Spaniards Road a bien été déplacé le 11 février. Il y avait des débris de verre autour. Incidemment, un gardien nous a appris que dans la nuit du 11 ou 12 décembre dernier, le même banc avait été déplacé et qu'on avait déjà trouvé autour des fragments de vitres de voiture. Madame Madeleine Chalice a bien acheté la pension d'Aven à Bruges et il est exact qu'elle est au mieux avec un certain monsieur Dexter Walling de Chicago. Et tout aussi exact que mademoiselle Gerda Host, votre ancienne domestique, vit avec votre frère Garnet. Alors tout est vrai. Tout est comme mon père l'a écrit. Pour l'essentiel, oui. Néanmoins, Miss Vidal, qu'est-ce donc qui vous a incité à rendre visite au directeur de la banque de votre père? Mais c'est lui qui m'a convoqué. Mon père lui avait confié ce document le 11 février avec ordre de me le remettre le 14. Le 11? Le jour même de sa mort? Ce manuscrit prétend vous servir de guide, vous étiez censé vous conformer aux dates indiquées, aux instructions qu'il vous donnait. Tout ce que j'ai fait, ça a été de me rendre au bureau de mon père. Il y avait bien cette carte dans son veston, et dès le lendemain, je suis venu ici à Scotland Yard. Et le testament de votre père, en date du 8 février, vous l'avez naturellement trouvé dans son secrétaire. Je veux parler de ce faux que le manuscrit attribue au talent de votre frère Garnet. Non, je ne l'ai pas trouvé. La solidarité familiale est un beau sentiment, Miss Vidal. Vous avez arrêté le docteur Norton? Pourquoi l'aurions-nous fait, Miss Vidal? Nous n'avons pas découvert la moindre preuve incriminant le docteur Norton. Par contre, nous avons trouvé autre chose. Tenez. Oui? Regardez cet agrandissement de la carte reçue par votre père. Voyez le cachet de la poste? Il a été retouché. Cette carte n'a pas été expédiée le 8 février, mais le 8 décembre. Oui, on a assez habilement transformé l'abréviation D et C en F et B et modifié le dernier chiffre du millésime. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire, Miss, que le rendez-vous fixé réellement par cette carte était pour le 11 décembre, et non pour le 11 février. On a peut-être machiné un complot en vue de tuer votre père, mais c'était pour le 11 décembre, et votre père n'est mort que le 11 février. Vous pouvez reprendre ce manuscrit, Miss Vidal. Peut-être... Simple suggestion, remarquez bien, peut-être pourriez-vous le communiquer maintenant à votre beau-frère, le docteur Norton. Je vais vous faire un aveu, Pearl. L'aveu d'un échec. Je n'ai pas tué votre père. J'en avais formé le projet, oui, mais il a échoué. À la 59e minute de la 11e heure. Le calme avec lequel vous dites ça est monstrueux, Philippe. Joseph Slocum, c'était vous. C'était moi. Il se trouve, vous l'ignoriez, que je pratique 2 systèmes de sténographie. J'en utilise un couramment pour mes notes professionnelles. Joseph Slocum, qui était au courant des démarches entreprises par votre père pour chercher un appartement ou une maison où il habiterait après son remariage, s'est servi de l'autre système. Joseph Slocum et sa barbe rouge n'ont vécu que pendant mes 3 semaines de vacances de l'an dernier, en mai et juin. J'ai attendu jusqu'au 8 décembre pour expédier la carte à votre père, mais j'en avais tapé le texte sur la machine à écrire préhistorique de votre frère Garnet vers le milieu de l'été. Votre père a eu un malaise un dimanche. Il m'a fait appeler d'urgence par Gerda. Je me suis attardé dans la chambre de Garnet. Gerda m'a bien surpris en train de tripoter la machine, mais je l'ai dupé en plaisantant la passion de son amant pour les vieilles ferrailles. Si j'ai attendu jusqu'en décembre pour expédier cette carte, c'est parce qu'il fallait laisser à Joseph Slocum le temps de se faire oublier. Le soir du 11 décembre, dans la voiture de Diamond... C'était donc à vous qu'il l'avait prêté? Oui,
La mienne était en panne. Et Diamond m'a quelque obligation de ma discrétion sur ses relations avec Alice Merridew. Dans sa voiture, donc, le 11 décembre au soir, j'ai attendu votre père sur le chemin de l'agence et je l'ai emmené sur la lande de Hampstead. Un choc pouvait le tuer dans l'état de son cœur. J'ai jeté la voiture contre un banc. Votre père n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il avait percé à jour mon attention. Il m'a dit très calmement, vous voulez me tuer, n'est-ce pas, Philippe? J'en suis convenu et je lui ai dit pourquoi. Mais oui, pourquoi? Vous le saurez tout à l'heure. N'ignorant pas qu'il n'avait de toute façon que peu de temps à vivre, votre père a résolu de m'offrir une seconde chance de le tuer, mais en s'arrangeant pour me faire payer très cher ma réussite. Il a mis 2 mois à polir son plan, tout en surveillant la vie privée de ses proches, dans le dessein démoniaque de les rendre tous suspects du crime dont il allait m'accuser en fin de compte dans son manuscrit. Le 11 février au soir, j'ai été appelé d'urgence chez un malade habitant Highgate. Ma voiture n'a pas voulu démarrer. J'ai emprunté encore une fois celle de Diamond. J'avais gardé une clé de son garage. Je m'aperçus avec surprise que le pare-brise était brisé. Spaniard Road était déserte. Soudain, je vis un homme titubant au milieu de la route. Je l'évitais d'un coup de volant et stoppais. L'homme avait disparu. Je le retrouvais un peu plus loin dans le fossé, mort. C'était votre père. Pauvre papa. Il avait dû puiser dans l'alcool le courage de s'exposer au choc mortel. Mais la voiture l'aurait-elle heurté qu'il n'en fût sans doute pas mort? À moins qu'elle ne l'écrase. Un choc attendu n'est pas un choc. Et au dernier moment, il a évité le choc. Votre père est mort tout simplement de peur. Oui, Perle. L'instinct du danger me dicta de le laisser sur place et de ne rien dire à personne. Et bien m'en prie, car il avait diaboliquement combiné son affaire. Mais comment cela? En m'appelant au chevet d'un malade inexistant, en tripotant ma voiture, sachant que j'emprunterais celle d'Aymond, en cassant le pare-brise de celle-ci et en ensemant des morceaux autour d'un banc de Spaniard Road après l'avoir déplacé pour répéter notre accident du 11 décembre. Pauvre papa. Mais pourquoi vouliez-vous le tuer, Philippe? Pourquoi? Rappelez-vous, Pearl, une petite phrase que dans son roman votre père fait dire à la vieille Mrs. Guppy. On comprend qu'il a été bouleversé par la mort de sa femme, cet homme, surtout quand on pense à la façon dont elle est trépassée. La santé d'Opal était très ébranlée à la mort de notre mère. Cette mort l'a gravement affectée et quand vous l'avez fait transporter à l'hôpital, il était trop tard. Opal est morte dans une maison de fous, Pearl. Oh. Seul votre père et moi l'avons su. La mère Guppy l'a deviné. Mais la folie de votre sœur n'était que l'exaspération de l'état psychique de tous les membres de votre famille. Vous êtes tous des névrosés. Vous êtes les enfants de l'homme le plus froidement égoïste que la terre ait jamais porté. Et après la mort de votre mère dont le sentimentalisme excessif n'a rien arrangé, il s'en fout, votre père projetait de se remarier, de procréer d'autres enfants, d'autres monstres d'égoïsme à son image. J'ai résolu de l'en empêcher, fût-ce au prix de sa vie ou de la mienne. La Providence m'a épargné cette tâche. Maintenant qu'il n'est plus, mon esprit a retrouvé le calme. J'attendrai patiemment qu'il plaise à Dieu de me faire rejoindre Opal. Patiemment. La rubrique nécrologique du Daily Sun, et des autres journaux aussi d'ailleurs, est plus intéressante pour un policier. Que disais-je? Nous apprenons la mort, après une brève maladie, du psychologue et neurologue naguère illustre, le docteur Philip Norton. Le docteur Norton a soulevé, on s'en souvient, de véhémentes critiques en soutenant avec passion la thèse de la stérilisation obligatoire des névrosés incurables. Il y a environ 12 mois, le docteur Norton a disparu de son domicile de Hampstead. On l'a retrouvé dans les montagnes galloises, atteint d'une crise d'amnésie dont il ne se remit jamais complètement. Il avait avec lui le manuscrit d'un livre remarquable en forme de roman qu'il déclara destiné à donner une présentation dramatique de certaines de ses théories sur l'égomanie. Bien que les personnages fussent naturellement imaginaires,
Le docteur Norton s'était fait figurer lui-même dans son récit auquel il avait donné pour titre « Mon propre assassinat », afin, disait-il, de le rendre plus attachant. Le docteur Norton ne s'était jamais marié. Oui, voilà la vérité. Moi, l'inspecteur détective John Grandison de New Scotland Yard, et tous les personnages de cette histoire, Miss Pearl Vidal, ses frères Garnett et Diamond, son défunt père James Mortimer Vidal, et Gerda Host, et Madame Chalice, et tous les autres, nous n'avons jamais existé que dans l'imagination du docteur Philip Norton. Voyons. Oh, pardon, docteur, non, je voulais dire, nous n'avons jamais existé, le docteur Norton y compris, que dans l'imagination du véritable auteur de mon propre assassinat, Francis Addington Symonds. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Il est un thème dont se servent fréquemment les auteurs de romans policiers et je ne saurais les en blâmer, d'abord parce qu'il est intéressant et ensuite parce qu'il est inépuisable. C'est celui de l'homme qui, pour des raisons diverses, qu'il s'agisse de chagrins intimes, d'affaires désastreuses, de drames familiaux, parfois de démêlés avec la justice et parfois aussi d'un penchant naturel à l'évasion, change de pays, de classe, de métier, de nom et qui, en bref, assume une personnalité nouvelle. Georges Bellers, dont nous avons à maintes reprises signalé les qualités, et qui est le créateur d'un excellent détective, le commissaire principal Little John de Scotland Yard, emploie à son tour le thème de l'homme dépersonnalisé dans son dernier et bon roman publié dans la collection Le Masque et intitulé La mort de l'oncle Fred. Cet oncle Fred est un vieux monsieur assez minable, pensionnaire d'une de ces mornes petites pensions de famille comme on en voit tellement en Angleterre au bord de la mer, et qui, au premier chapitre, lors d'un carnaval qui se déroule à Douglas dans l'île de Man, s'écroule comme frappé de congestion. Il est surtout frappé de 2 coups de poignard dans le dos. Mais qui a pu se détacher d'un cortège de carnaval pour assassiner le vieux monsieur aimable et inoffensif que tout le monde connaît sous le nom d'oncle Fred ? Un hasard heureux et bien connu des auteurs et des lecteurs de romans policiers a amené, venant d'un congrès de police en Irlande, le commissaire Little John qui vient se reposer chez un vieil ami avant de regagner Londres. Little John, il faut le dire, ne se repose jamais, car il arrive toujours en vacances, soit à la veille, soit au beau milieu d'un crime. Et il se trouve d'autant plus impliqué dans la mort surprenante de l'oncle Fred que le chef de la police de Douglas est un de ses anciens subordonnés du Yard, pour lequel il a autant d'estime que de sympathie. Et ils ne sont pas trop de 2 hommes intelligents pour arriver à découvrir l'identité du vieillard et la cause de sa mort. J'ai dit que le thème des changements d'identité est fréquent, mais c'est à ma connaissance le premier qui a pour cadre la merveilleuse île de Man. On comprend que l'oncle Fred y soit venu pour y vivre, mais non certes pour y mourir. La mort de l'oncle Fred par Georges Bellers est publiée dans la collection Le Masque. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Le scénario d'un témoin dans la ville repose sur une excellente idée, celle de faire participer les radiotaxis à la poursuite d'un criminel dans les rues de Paris. C'est nouveau, très photogénique, et le jeune metteur en scène Édouard Molinaro a remarquablement réalisé les péripéties du drame. De qui est-elle cette idée? On ne sait, car le scénario original d'un témoin dans la ville porte 3 noms d'auteurs, Pierre Boileau et Thomas Narcejac, nos vieilles connaissances, et le comédien Gérard Houry. Quoi qu'il en soit, bravo pour avoir pensé à introduire le cinéma dans un milieu qu'il n'avait encore jamais, à ma connaissance, exploré. Le personnage principal, un certain Ancelin, a voulu se faire justice lui-même en tuant l'amant de sa femme, laquelle avait été assassinée par le dit amant qu'elle voulait abandonner. Ancelin a travaillé lui aussi par l'obsession du crime parfait. Entre parenthèses, cela commence à devenir l'un des poncifs les plus insupportables du cinéma, le crime parfait. Ancelin, donc, maquille en suicide de la victime le crime qu'il a commis sur la personne de l'amant de sa femme. Or, par une coïncidence tout à fait fortuite, le chauffeur d'un radiotaxi, nommé Lambert, a vu sortir Ancelin au milieu de la nuit du domicile du faux suicidé. Ce témoin qui peut perdre l'assassin
Ancelin décide de le supprimer avant qu'il n'ait parlé. La moitié du film est constituée par cette poursuite, à l'insu d'ailleurs du poursuivi, jusqu'à ce que le chasseur trouve le moment favorable pour abattre ce témoin. Puis la besogne est en faite par la prise en chasse du meurtrier par tous les chauffeurs de radiotaxi de la capitale. Aux qualités de suspense du film, et elles sont grandes, s'ajoutent des scènes très bien faites sur le fonctionnement et l'organisation des radiotaxis. C'est intéressant sans jamais verser dans le documentaire, le metteur en scène ayant toujours su maintenir dans la situation ces scènes accessoires. Nous avions déjà remarqué le talent d'Edward Molinaro à propos de son premier film Le dos au mur. Un témoin dans la ville confirme notre première opinion. Il est l'un de nos jeunes réalisateurs les plus doués. Mettons-le en garde toutefois contre une certaine tendance à l'effet. Le choix du jardin d'acclimatation la nuit comme cadre à certaines scènes de son dernier film est significatif à cet égard. On n'aime guère non plus que les dernières images d'un témoin dans la ville soient directement copiées sur les dernières images du film de William Wyler, La Maison des otages. Sur le chapitre de l'interprétation, il n'y a aussi que des compliments à faire pour un témoin dans la ville. Et d'abord à Lino Ventura, qui à chaque nouvelle création prend de l'envergure et de l'autorité.